Alors, je vais me répéter, désolé pour ceux qui étaient déjà là tout à l'heure, juste pour rappeler qu'en fait, le Stratégie Festival, c'est 2 jours d'événements. On est dans le deuxième jour avec en parallèle de ces talks, de ces conférences, il y a un grand prix qui se tiendra tout à l'heure, ce midi, le grand prix du brand content. Ce soir, il y a également 3 grands prix, le grand prix des stratégies médias, le grand prix du craft et de la production, et le grand prix de la publicité, le grand prix historique de stratégie, qui a été fondé en 1978. Si vous voulez rester tout à l'heure, c'est aussi possible puisque cette année, il y a un espace de coworking qui est au fond et qui est pas mal utilisé depuis hier. Donc des personnes sont là pour travailler parce qu'on a un boulot tous à côté en plus de ces événements. Donc il y a la possibilité de rester dans l'espace de coworking et d'alterner entre talks, conférences et Grand Prix. Je voulais en profiter pour remercier les équipes de Strat qui bossent d'arrache-pied depuis hier et on a fini tard hier soir et on continue ce soir jusqu'à tard. Donc bien sûr, c'est Ludivine Saintif qui pilote toute la partie événementielle et la régie et toutes les équipes d'Anna qui ont beaucoup travaillé sur les talks avec Lisa, bien sûr, pour faire un événement aussi bien que cette année. Et on arrive vraiment à quelque chose de super, donc bravo à elle. On peut les applaudir d'ailleurs, hein, bravo. Et puis, je voulais en profiter pour vous dire 2 mots en fait sur le fait qu'on a choisi avec cet événement de rééditer le premier numéro de Stratégie. Donc, on est en 1971. À l'époque, 3 journalistes ont l'idée de créer le premier média de la communication et du marketing en France. Il s'appelle Stratégie. On est en octobre 1971. Au départ, c'est un quinzomadaire. Il y avait Christian Blachas parmi les fondateurs, pour ceux qui connaissent, bien sûr. Et voilà, assez vite, ça a été un succès. Donc très vite, ils ont créé des événements autour du média. Mais nous, on s'est dit que finalement, ce petit moment d'histoire, il était commun à vous et à nous, et que c'était intéressant de pouvoir le recréer. Donc on l'a réimprimé. Il est en vente à la sortie du festival dans le hall. Il y a même un crieur qui se balade dans le hall pour vendre ce numéro, et vous pouvez aller à sa rencontre. Voilà, n'hésitez pas, c'est intéressant. On y parlait déjà de Havas, déjà de Publicis. Et des grands acteurs du secteur. Il y a des agences qui ont disparu, des marques qui ont disparu, mais déjà, c'est un petit moment d'histoire. Voilà, n'hésitez pas, c'est intéressant de l'avoir, je trouve. Voilà, on va démarrer cette conférence. Je vais appeler à mes côtés Raphaël de Andréis, qui est président Western Europe de Havas et qu'on peut applaudir bien fort. Havas et ePressPack sont les 2 partenaires de cet événement. Merci à eux. Havas, ça fait 3 ans, la 3e édition, hein, je crois maintenant, que vous êtes partenaire. Donc merci à vous de votre fidélité sur cet événement. Alors Raphaël, un parcours très riche, j'allais dire, dans le secteur de la com. Un début au ministère des Armées, au tout début, hein, j'ai fouillé un peu ça. Ensuite, un passage chez TBWA, et puis CEO de BETC, un passage chez Canal+, Havas, enfin voilà, toute cette galaxie avec un parcours vraiment très très riche. Et puis, il y a aussi cet autre pendant de l'activité, que moi j'aime bien rappeler, c'est le fait que vous êtes aussi écrivain par ailleurs, avec deux romans, R, un roman d'anticipation sur l'écologie, et puis Mère, plus récemment, c'était il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans maintenant, un thriller post-apocalyptique. Mais voilà, c'est intéressant parce que je trouve que ça montre aussi les 2 phases de notre métier. On est aussi dans l'écriture, dans la réflexion, dans la conception, et parfois dans le roman, et au-delà de la com. Bravo à vous pour tout ça. Alors, je crois que vous avez une petite image à nous montrer pour lancer cette prise de parole et puis nous faire réfléchir. Absolument. C'est moi qui suis sorti. Voilà. Alors, ce qui m'a amusé, c'est que tout à l'heure, tu m'as dit, mais j'ai pas souvenir de cette couverture de stratégie. Donc on voulait démarrer avec évidemment un éléphant dans la pièce, puisque nous allons, j'ai le plaisir de lancer le symposium des DIRCOM innovants. Et donc là, il y a un éléphant dans la pièce pour les DIRCOM innovants, comme pour beaucoup d'entre vous ici, j'imagine. C'est au fond, à l'ère de l'IA, est-ce qu'on a encore besoin d'une agence? Moi, si j'étais DIRCOM, en particulier innovant, c'est la question que je me poserais. Et donc, les questions qu'on avait envie de poser avant d'entendre ces très grands professionnels qui sont dans un des métiers les plus difficiles, les plus exigeants, et qui ont été sélectionnés comme ayant un coup d'avance sur l'innovation, c'est de se dire au fond, qu'est-ce qu'une agence en 2025? D'abord, je suis retourné à la base de la définition d'une agence. Alors, ça ne m'a pas beaucoup aidé parce qu'ils ont dit une agence, c'est
une entreprise qui fait travailler des agents. Alors, je dis bon, ok. Et puis quand même, le mot agent, on va pas se mentir, dans l'IA, ça ring a bell. Et donc, la question, et je me suis dit, bah alors c'est quoi un agent au sens de la définition, puisque maintenant on l'utilise tous les jours? Eh bien, un agent, c'est quelque chose, quelqu'un qui vous permet d'agir sur les choses et pas simplement les subir. Et donc, vous me voyez venir, je pense, tout le sujet d'une agence d'aujourd'hui, c'est évidemment d'être un agent, c'est-à-dire quelque chose qui vous aide, ou une entreprise, une entreprise avec plusieurs ingrédients, j'en dirai un mot juste après, qui vous permet de reprendre le contrôle, de moins subir. Or, un DIRCOM innovant ou pas, aujourd'hui, il s'endort le soir et il se réveille le matin avec une hantise, c'est la perte de contrôle. La perte de contrôle, tout d'un coup, il y a un poste dans la nuit qui a ruiné votre réputation, qui a cassé votre cours de bourse. Vous avez une campagne, Fred Raillard tout à l'heure racontait que les postes de marque avaient baissé de 40% en audience, c'est-à-dire qu'en gros, les gens sont en train de se détacher. Vous avez beau leur fourguer du truc at scale, au kilomètre et tout, ça crée une espèce d'immunité où les gens disent « attendez, ça ne m'intéresse plus parce que j'ai trop compris comment ça marchait et la quantité me fatigue ». Il y a aujourd'hui une forme de digital fatigue en marketing. Nous, chez Havas, on poursuit une étude depuis 20 ans maintenant qui s'appelle Meaningful Brand. Et donc, en gros, pour simplifier, on dit « et si cette marque disparaît, est-ce que c'est un problème pour vous ?» Et vous avez 78% des marques, les gens disent « non, non, il n'y a pas de problème ». Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'aiment pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne la connaissent pas. C'est juste que si elle disparaît, ce n'est pas grave. Donc, on voit bien qu'on est tous embarqués dans qu'on fasse de l'influence, qu'on fasse du marketing, qu'on fasse de l'événementiel, qu'on fasse de la com interne, on est embarqué dans un truc où on est dans un moment critique de perte de contrôle lié à la quantité, lié aux disruptions diverses et variées. Et donc, une agence, et les agences, il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas logées à la même enseigne. 78% des agences pourraient disparaître et ce ne serait pas très grave, puisqu'elles font juste bien le job. Et donc, tout le sujet, c'est comment les agences sont dans les 25% qui sont décisives et qui sont non pas simplement des agences, mais des véritables agents. Alors, sur comment on gère l'innovation, nous, on a 3 croyances que je vous résume rapidement avant de laisser la place aux vraies stars du jour. C'est 1, gérer la tension entre il faut des experts très, très, très pointus dans plein de domaines. Je ne vous ferai pas l'article, du plus créatif au plus technologique. Et en même temps, on est dans une complexité telle qu'il faut nous simplifier la vie. Quand je dis nous, je me fais comme si j'étais un DIRCOM. Il faut nous simplifier la vie et il faut nous intégrer tout ça. Donc, on veut des geeks partout, mais nous, on veut que l'usage soit simple. Voilà. Et donc ça veut dire un truc très simple. Ça veut dire qu'il faut, nous, on a notre réponse à ça, c'est notre plateforme Converge.ai, qui est notre plateforme technologique et les méthodologies qui vont derrière, qui nous permettent d'avoir un client-facing simple par rapport à des problèmes et ensuite d'apporter des solutions totalement intégrées, mais qui embarquent les experts nécessaires à la résolution du problème, premièrement. Deuxièmement, un rapport à l'innovation stratégiquement ouvert, c'est ce qu'on appelle Havas Open Innovation. Je vois Welline qui est dans la pièce qui a monté ça il y a quelques années déjà à Station F, où nous on dit aujourd'hui, ça bouge tellement vite d'un point de vue innovation, d'un point de vue tech, d'un point de vue régulation, maintenant d'un point de vue géopolitique, que si on crée un système fermé, même si ça arrange notre PNL et notre business model d'agence, on risque de vous faire rater des trucs essentiels. Donc, nous, on met beaucoup d'énergie, ce qu'on appelle en mode API, c'est-à-dire être sûr que vous avez toujours l'état de l'art de tout ce qui se fait de mieux pour résoudre les problèmes de plus en plus compliqués que vous avez. Et enfin, l'IA au service du style. On est français et le style, ça compte. Et c'est un des trucs qu'on peut revendiquer dans le monde voilà, qui nous entoure et le monde des marques. Et aujourd'hui, que ce soit un communiqué de presse, Fred l'a montré, que ce soit un post sur TikTok,
que ce soit évidemment une vidéo, que ce soit un uniforme chez Air France, que ce soit un style de discours d'un dirigeant. Vous voyez bien que l'IA, elle doit nous aider dans cette très grande complexité à être au service d'un certain style. Donc nous, on a un studio IA, mais on a aussi des rédacteurs et on a aussi évidemment des tas de façons de prompter les choses de façon à ce que dans cette incroyable complexité, vous repreniez le pouvoir aussi sur votre style et votre distinctivité, parce que pour que les gens vous défendent en cas de crise ou qu'ils vous achètent quand tout va bien, il faut qu'ils aient un attachement très fort et c'est ça l'enjeu d'une agence qui devient un agent. Merci beaucoup et je laisse la place. Bravo, bravo Raphaël, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Je récupère le micro. Je vais le garder là. J'ai oublié de remercier également Pascal Cossa, avec qui on a créé cet événement et qui a beaucoup travaillé en amont. Merci Pascal pour tout ce boulot. On va démarrer, je range un peu, pardon, excusez-moi. On va démarrer tout de suite avec Nathalie Delorieux, qui est donc, qu'on peut applaudir, qui est directrice de la communication groupe de FDJ United. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles. Rebonjour. Ouais. Alors, Nathalie, peut-être qu'on peut commencer par votre parcours avant. On va peut-être s'élargir un petit peu. On n'a pas bien installé les fauteuils. Vous êtes mieux là? Tu veux qu'on se mette debout? Voilà. Non, au beau comme vous. Hein. Comme tu veux. Voilà. On est bien comme ça. Hein, voilà. Voilà, si on est confort, c'est bien. Alors, peut-être qu'on va démarrer par le parcours, et je trouve que c'est intéressant de démarrer par là. Je suis un peu gourmand, moi j'ai été marqué, pardon, hein, c'est un détail, mais par le fait que vous avez lancé le fondant au chocolat chez Picard, qui est un hit de Picard quand même, tout le monde le connaît celui-là. Est-ce qu'on peut démarrer par ça, par le parcours, parce que Picard était un moment important dans votre parcours. Bien sûr, oui, en effet, j'ai lancé le fondant au chocolat de chez Picard surgelé, ça pose le personnage. Non, en fait, oui, effectivement, donc moi, 25 ans à peu près, un peu plus maintenant, je crois, d'expérience dans le marketing et la communication. Je suis passée par Picard surgelé. J'ai passé un long moment de ma carrière chez McDonald's France, où j'ai fait à la fois du marketing, mais aussi de la communication. Je vais y revenir juste 3 secondes. Et ensuite, j'ai rejoint la Française des Jeux, appelée désormais FDJ United. En fait, le point commun de tous ces parcours, et en lien avec notre sujet du jour, c'est que moi, ce qui m'a toujours animée, c'est l'image d'une marque, ce qu'on en fait, que ce soit avec des sujets marketing ou de la communication. Pour moi, tout ça, c'est la même chose. Ce sont des leviers et des moyens au service de l'image qu'on veut avoir en tant que marque pour les différents publics qu'on adresse. Et c'est vrai que le point commun de ces expériences, c'est qu'il y a eu des choses un peu singulières et un peu marquantes. Donc le fondant au chocolat, puisque ça a retenu ton attention chez Picard. Et donc là, on est sur du produit, juste un lancement de produit. Le passage au logo vert chez McDo, que j'ai accompagné. Et là, on est vraiment sur de l'image à travers un logo. Il y a tout un tas d'autres choses chez McDo, à la fois les fruits à croquer pour les enfants, les petites tomates. Il y a eu le fait de proposer des livres à la place des jouets. Voilà, toutes ces choses-là, que ce soit du produit, que ce soit de la communication, que ce soit une conférence de presse, je dirais, quels que soient les leviers, sont des sujets de transformation de l'image d'une entreprise. Donc pour moi, c'est ça être innovant, c'est quand on arrive à trouver les bons leviers pour pouvoir accompagner un changement de regard sur une marque. Et j'en viens à la Française des Jeux rapidement. Le dernier fait d'armes, c'est d'avoir changé de nom, puisque nous nous appelons désormais FDJ United depuis le 6 octobre exactement de cette année, et qui est le fruit en fait d'une histoire, mais je vais y revenir peut-être un peu plus en détail ensuite. Oui. Justement, comment vous avez fait évoluer le modèle de FDJ? On sent qu'on s'en rend vraiment compte, finalement, l'entreprise a grandi, a repoussé ses frontières au-delà de la France, bien sûr, et c'est ça qui a donné naissance à FDJ United. On peut peut-être expliquer oui. Alors en fait, c'est vrai que ce qui a donné naissance à FDJ United, l'entreprise, elle se transforme depuis plus de 10 ans maintenant, de façon assez significative. Donc il y a des faits assez marquants, comme par exemple le fait de s'être fortement digitalisé, alors qu'au départ on était sur des produits plutôt consommés en point de vente dans notre réseau de détaillants. Aujourd'hui, on a accès à tous nos produits en digital. Ça a été un élément important.
En 2019, l'entreprise se privatise, là aussi, élément très important de transformation qui s'est accompagné par de la communication, puisqu'à ce moment-là, on s'est dit, on vend l'entreprise, on ne vend plus nos produits quand on fait ça, on s'adresse à un autre public, les citoyens, puisqu'en fait l'objectif de l'État c'était d'en faire un succès populaire, et donc il faut qu'on leur raconte autre chose, il va falloir qu'on leur raconte l'entreprise. Et à ce moment-là, on a pris la parole en communication à travers tout un tas d'outils, que ce soit de la publicité, que ce soit des relations presse, bon bref, plein de choses, pour expliquer ce qu'était la Française des Jeux, le modèle économique, le modèle de redistribution, les origines avec les gueules cassées qui sont toujours au capital de l'entreprise. Donc voilà, c'était un élément de communication, enfin, tout un dispositif de communication différent pour révéler l'entreprise. Et enfin, un élément de transformation important qui existe depuis 2 ans, c'est que tout simplement l'entreprise, en regardant son marché, s'est rendu compte qu'aujourd'hui, pour exister sur un marché du jeu d'argent qui se consolide mondialement, il faut avoir une certaine taille. Donc on a décidé de faire un certain nombre d'acquisitions pour à la fois devenir international et offrir dans notre portefeuille de produits toutes les verticales de jeux qui existent. On a acquis la loterie irlandaise, ça c'était en 2023. On a acquis The Bet, The Turf, qui font du pari hippique, là aussi en 2023. Et en 2024, on décide d'acquérir la maison mère d'Unibet. Donc on fait une OPA amicale sur Kindred, qui est une entreprise basée en Suède, enfin qui était une entreprise basée en Suède, et on les achète. Et depuis, nous sommes passés d'une entreprise franco-française détenue par l'État à une entreprise, l'État est toujours au capital pour 20% de l'entreprise, mais privée, détenue par plein de gens, dont plein d'actionnaires individuels, donc nous tous, qui est présente dans une dizaine de pays en Europe et qui propose de la loterie, bien sûr, ce qui est son cœur historique, en France et en Irlande, mais aussi du pari sportif dans les pays où c'est autorisé, du casino en ligne, du pari hippique, et ce qui nous permet aujourd'hui d'exister sur ce marché international et de pouvoir montrer la voie d'une certaine forme de vision, on va dire un peu plus singulière que les autres sur le marché du jeu d'argent, plus responsable. Et c'est quelque chose qu'on a toujours porté au cœur, et là aussi qu'on a décidé de révéler en communication depuis 2018 environ, en décidant d'être plus offensif sur le sujet de la responsabilité. On dédie 10% de nos budgets de communication publicitaire au sujet de la responsabilité, la sensibilisation d'un jeu responsable, d'un regard ouvert de nos joueurs sur leur consommation. Alors comment la communication et quel est son rôle quand il y a une telle transformation du groupe, comment elle a accompagné la com, cette transformation, et du coup elle-même a dû être innovante, la com? Oui, en fait, je pense que le sujet, c'est toujours un peu la même histoire avec la communication, c'est principalement de bien quand même réfléchir à quel est le mouvement d'image que je cherche à faire et qui je vise, et du coup d'aller chercher les meilleurs leviers pour le faire. Et c'est vrai qu'on a à disposition, nous les communicants, c'est une grande chance, énormément de leviers aujourd'hui, que ce soit le digital, les réseaux sociaux. On a bien sûr toujours les médias qui sont là à disposition aussi pour nous accompagner, je pense à la presse. On a de la publicité, on a aussi d'autres leviers. Moi, j'ai la grande chance d'avoir dans mon scope aussi les sujets de sponsoring. C'est aussi des leviers pour communiquer. On a décidé par exemple sur FDJ United de faire porter la marque FDJ United aussi à nos équipes cyclistes qui ont aussi une portée évidemment pour pouvoir asseoir, parce qu'un changement de marque ça se fait pas comme ça évidemment, hein, donc on a eu la chance d'avoir été quand même assez bien remarqué avec ce changement FDJ United, parce qu'on l'a géré un peu comme un Big Bang, du jour au lendemain tout a changé dans les 10 pays, partout on a fait savoir que on était devenu FDJ United, mais c'est un long chemin comme toujours, donc c'est vrai que quand on peut bénéficier de la force de frappe d'un Tour de France par exemple pour asseoir la marque, c'est intéressant. Voilà, donc pour moi le levier c'est toujours de bien identifier les différents publics qu'on a. Quand on a par exemple décidé quand on a fait la privatisation, d'un seul coup, c'est une nouvelle communication qu'on a découvert, qui était une communication financière, avec tout ce que ça veut dire de communication spécifique pour les actionnaires individuels, la communication réglementaire, les rapports d'activité, toutes ces choses-là qu'on ne faisait pas hier. Donc, le sujet, c'est bien à chaque fois de bien identifier le mouvement d'image qu'on a envie de faire,
la cible qu'on a envie d'atteindre et de choisir les meilleurs leviers pour le faire. Quels sont les défis pour la suite maintenant pour FDJ? Continuer à asseoir ce mouvement-là, ça c'est vraiment important. Faire comprendre, parce que je pense que le chemin sera encore long, faire comprendre ce qu'on est devenu. Le fait qu'on ait toutes ces marques aujourd'hui qui fassent partie de notre portefeuille et qu'on ne soit plus uniquement française. L'avantage, c'est que c'était audacieux de choisir United et évidemment on avait regardé plein d'autres choses, hein. On a vraiment voulu donner un petit coup de poing pour que les gens relèvent la tête et se disent mince, qu'est-ce qui s'est passé pour que la française des jeux s'appelle United. Alors certains ont pu trouver ça un tout petit peu oui, dommage de perdre le côté français, mais c'est précisément ce qu'on cherchait à dire, c'est qu'on n'est plus seulement français. Et on a accueilli, on était 3000 environ, on a accueilli 2500 collaborateurs de 70 nationalités différentes dans le groupe. Il faut s'imaginer ce que c'est la transformation interne, parce que dans la communication, il y a aussi ce sujet-là. À un moment donné, on passe d'une entreprise qui n'est que sur un territoire hyper défini, où on se parle tous entre nous, à d'un seul coup, du jour au lendemain, on a 70 nationalités dans le groupe, on passe 100% en anglais et il faut réussir à comprendre des réglementations de jeux d'argent qui sont assez compliquées parce qu'elles sont totalement différentes d'un pays à un autre. Il y a des pays où on peut faire du sponsoring, d'autres pas. Il y a des pays où on a des restrictions sur la publicité, d'autres pas. Il y a des pays où on a même carrément des réglementations sur les dépôts d'argent des joueurs, etc., qui ne sont pas les mêmes. Donc, la transformation interne, elle est colossale. Elle est colossale. Donc, c'est important d'avoir aussi ces leviers-là extérieurs pour faire cette transformation interne. Bravo à vous pour ce chemin déjà parcouru, pour la suite aussi également. Merci beaucoup Nathalie, on peut l'applaudir. Je continue en remerciant Vincent de la Vestiaire, bien sûr, qui nous accompagne comme chaque fois sur cet événement, les dire comme innovant, et qui nous aide à constituer ce casting. Alors, normalement, je devais enchaîner avec Fausto Rotelli, qui est directeur des relations extérieures chez Ferrero, qui a eu un empêchement comme de crise à gérer, si j'ai bien compris, en tout cas, qui ne peut pas être là avec nous ce matin. Ça peut arriver dans ce métier-là. Voilà, donc on l'excuse. Voilà, c'est clair. Et donc, on va enchaîner avec Julie Delapalme, qui est directrice de la communication corporate de Crédit Agricole SA et qu'on peut applaudir bien fort également. Bonjour à tous. Bienvenue Julie. Bonjour Gilles. Alors, pareil, on va commencer par votre parcours, qui est plus financier. Vous êtes, avant la com, vous étiez plutôt dans la finance. Exactement. Moi, j'ai commencé par un parcours en salle des marchés. J'étais analyste financier après des études de finance. Donc, j'ai fait ça quelques années. Et après, j'ai eu la chance de créer le courtier en ligne du Crédit Lyonnais, à l'époque où on était en pleine bulle Internet et où il y avait pléthore de courtiers en ligne en France. Et puis après, j'ai bifurqué petit à petit vers le marketing et la communication dans différents métiers du Crédit Agricole. Donc LCL, côté broker, puis après asset management, puis banque privée. Et avant de prendre la communication corporate de Crédit Agricole SA, j'étais directrice de la communication et du marketing d'Indosuez, qui est la filiale de gestion de fortune du Crédit Agricole, donc l'un des leaders européens de la gestion de fortune. Et je gérais donc le marketing et la com au niveau mondial. Et depuis presque 4 ans, je m'occupe de la com corporate groupe de Crédit Agricole. Donc un service, donc je n'ai pas moi la pub ni le sponsoring. En fait, j'ai essentiellement donc les relations presse pour tout le groupe, l'e-réputation et l'influence, la partie mécénat, la partie communication managériale, parce que nous sommes un groupe de 150 000 personnes, donc nous animons des cercles managériaux afin que l'information puisse bien être diffusée et aussi recueillir toute l'information du terrain. Et puis, on a également un gros service de rédacteurs, puisque tous les jours, nous envoyons une newsletter à 140 000 personnes dans tout le groupe, tous les matins à 7 heures, en 3 langues. Donc, une newsletter qui s'appelle 60 secondes, donc l'on peut lire en 60 secondes sur toute l'activité du groupe. Donc voilà, ça vous permettra de mieux situer mon périmètre et donc mon propos qui va suivre. Alors, d'abord, l'innovation au Crédit Agricole, ça veut dire quoi? Alors, il faut savoir que l'innovation fait partie de l'ADN du Crédit Agricole. Depuis sa création à la fin du 19e siècle, le Crédit Agricole a toujours été un facilitateur de progrès et a accompagné les grandes transitions qui changent la vie. Alors, je vais être plus concrète. Le Crédit Agricole a accompagné l'essor de l'agriculture, ça
vous en conviendrez, l'électrification des campagnes, la démocratisation de du conseil patrimonial, l'émancipation financière de la femme, l'accès au logement des Français. Donc vous voyez, on a toujours été là dans les grandes transitions de la société. Et en 2022, on a créé 2 nouveaux métiers. On a un peu repoussé les frontières de la banque. On s'est positionné sur la lutte contre les déserts médicaux et le bien vieillir en créant un métier qui s'appelle Crédit Agricole Santé et Territoire. Donc on grossit plutôt par croissance externe. On a racheté récemment Petit-Fils, si vous avez vu ça dans la presse. Et puis on a créé également un deuxième métier qui s'appelle Crédit Agricole Transition et Énergie. On est devenu producteur d'énergie renouvelable en circuit court. Et puis on fait du conseil en transition. Donc on déploie en fait des innovations qui étaient dans les territoires, on les déploie à l'échelle. Voilà, donc ça c'est le Crédit Agricole. Aujourd'hui on est 10e banque mondiale, premier financeur de l'économie française, et on continue à innover. Un exemple, le réseau de nos villages ByCA, on a 47 hubs d'innovation en France, en Italie, au Luxembourg, qui accompagnent des startups. On en a déjà accompagné plus de 3000 et on va continuer. Voilà. Alors, côté com, cette fois-ci, c'est quoi votre vision de l'innovation en com? Alors, pour moi, déjà, quand vous m'avez dit qu'est-ce qu'une communication innovante, je me suis dit finalement, est-ce que c'est pas presque un pléonasme? Voilà. Pour moi, la communication dans le monde dans lequel on vit dans un monde qui est marqué par une triple crise, vous le savez, une crise de l'attention, une crise de la confiance, une crise de l'optimisme. Et bien finalement, dans ce monde qui s'accélère, la communication, elle a changé de dimension, la communication corporate. Alors aujourd'hui, cette communication corporate, elle doit plus que jamais savoir se renouveler en permanence pour être un levier au service de la transformation et de la stratégie de l'entreprise et de ses dirigeants, mais aussi un vecteur d'engagement et de cohésion pour ses collaborateurs et pour ses parties prenantes. Alors une fois qu'on a dit ça, je suis quand même un peu conceptuelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, finalement, savoir se doter d'un récit fort, engageant, qui permette de créer du lien, de donner du sens, de créer de la cohérence, finalement, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors, je vais vous donner un exemple pour être plus concrète, parce que pareil, une fois qu'on a dit ça, toujours sur le thème de l'innovation, au Crédit Agricole, depuis 2 ans, on a une grosse participation au Salon Vivatech. Et vous le savez, on est un groupe très décentralisé. Donc, l'enjeu, c'était de faire cohabiter tout le groupe sur un même stand. Et donc, pour pouvoir rallier l'ensemble des parties prenantes et des métiers, on a travaillé sur un récit de la présence du Crédit Agricole à Vivatech, un récit co-construit par toutes les parties prenantes au projet. Et ça nous a permis finalement d'avoir un véritable fil rouge qui nous a permis d'adresser à la fois des enjeux business, qui nous a permis de présenter des startups, de présenter nos dernières innovations, de pouvoir mieux recruter des profils tech et au final d'avoir un impact beaucoup plus fort. Donc voilà pour un petit exemple concret. Et quelle est la place de l'IA, parce qu'on en parle beaucoup durant ces 2 jours, dans cette communication aujourd'hui? Alors l'IA, on a commencé il y a 18 mois par acculturer, puis former tous les communicants du groupe afin que chacun se sente très à l'aise avec les outils. Alors aujourd'hui, de façon pas très originale, je pense, on travaille, je vais vous citer 2 cas d'usage sur lesquels on travaille particulièrement, c'est la traduction, pour pouvoir être en mesure de mieux adresser nos audiences dans nos 46 pays d'implantation, notamment par que ce soit de l'écrit, du podcast ou de la vidéo. Donc ça, c'est un premier sujet sur lequel on travaille. Et puis le deuxième, c'est sur la veille. On travaille avec l'IA pour pouvoir mieux déceler les signaux faibles et puis être en mesure d'avoir des rapports de veille qui soient beaucoup plus produits dans des délais qui sont meilleurs. Mais ce que je voulais dire, surtout sur l'IA, ce qui est important pour nous, c'est que l'IA nous serve à augmenter l'impact de nos actions auprès de nos cibles, être mieux compris, être plus lisible. Mais pour moi, le dispositif humain et l'expertise et la valeur ajoutée de nos équipes restent au cœur. En fait, l'IA les aide également à augmenter leur expertise et leur valeur ajoutée. Donc, vous l'aurez compris, l'humain reste pour nous au centre et nous ferons toujours appel à des agences. Ah, petit message pour Raphaël. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup. On peut vous applaudir.
On va enchaîner avec Estelle Denis, qui est directrice de la communication d'Air France KLM et qu'on peut applaudir bien fort. Merci. C'est pas fait pour les petites personnes, ni pour les personnes en jupe. Mais... Effectivement. Alors, Estelle, vous avez un parcours très public, en particulier, vous avez été DIRCOM de l'URSSAF ou des URSSAF et un passage aussi au gouvernement. Peut-être qu'on peut raconter un peu tout ça ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Moi, effectivement, j'ai commencé plutôt par la sphère publique et politique. J'ai été assez classiquement, comme beaucoup, attachée parlementaire. Ensuite, je suis partie en cabinet ministériel chez Marisol Touraine. Et puis, j'ai travaillé, j'ai été directrice des affaires publiques chez Clésia, qui est un groupe de protection sociale, donc très axé sur le social. Et même si Clésia, c'était dans le domaine du privé, il y avait quand même toujours cette dimension intérêt général, d'une certaine façon. Et ensuite, je suis devenue directrice de la communication de l'URSSAF. J'ai coutume de dire désormais que je suis passée de la marque la plus détestée des Français à une des marques les plus adorées, Air France. Mais bon. Et alors, en fait, en soi, c'était... Et souvent, les gens me disent « Ah bon, on fait de la com à l'URSSAF ?» Oui, on fait de la com à l'URSSAF. Et d'ailleurs, j'ai une petite pensée aujourd'hui pour tous mes camarades communicants du public, puisque des annonces ont été faites pas plus tard qu'avant-hier sur justement la réduction drastique des budgets de la communication du public, qui laisserait à penser qu'en fait la communication, et je pense que public comme privé, ça nous rejoint tous parce que on a tous aujourd'hui des situations financières qui ne sont pas toujours aisées de par cette incertitude. Et malheureusement, les budgets com sont les plus souvent coupés, ce qui laisserait donc à penser que la com est vraiment très très accessoire dans la vie d'une entreprise et dans le public peut-être encore plus. Or, je pense que s'il y a vraiment des budgets à ne pas couper, ce sont bien ceux-ci, puisque, et notamment dans le public, il y a un intérêt fondamental, je crois, à encore plus expliquer, faire de la pédagogie, cet aller vers qui, je crois, manque cruellement aujourd'hui, et on voit bien la distance que prennent nos concitoyens avec la sphère politique et publique est quand même de plus en plus patente. Donc oui, il y a un intérêt là-dessus. Désolée pour faire cette petite digression, mais ça me semblait important aujourd'hui, puisque c'est quand même une problématique qui, au final, nous concerne tous. Effectivement, et d'ailleurs, je vous incite à lire sur Stratégie, et dans la newsletter de ce matin, il y avait une interview exclusive des dirigeants de l'AACC, l'Association des agences conseils, qui dénoncent en fait ces coupes un peu hasardeuses, on va dire. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu sur la com à l'URSSAF ? Expliquer ce que c'est qu'à dire comme, parce que je pense. Donc oui, il y a de la com à l'URSSAF, et oui, elle est utile. L'URSSAF, en fait, au final, c'est 11 millions de personnes qui cotisent à l'URSSAF. Peut-être vous-même, à travers CESU, Page Emploi, ou si vous n'êtes pas vous-même indépendant. Et donc, au final, toutes ces personnes, évidemment, on va aller faire en sorte qu'elles comprennent aussi le pourquoi elles cotisent. Si elles cotisent, c'est aussi parce qu'au final, c'est ce qui permet de financer ce système de protection sociale. Donc, je crois que tous, d'une façon, on peut le critiquer, on peut revoir son mode de financement, mais je pense qu'on est quand même plutôt tous contents et conscients en France qu'on est plutôt bien lotis de ce point de vue-là. Bref, donc la com à l'URSSAF, elle participe à expliquer ça, à faire de la pédagogie là-dessus, et puis aussi à aller vers ces usagers qui n'ont pas forcément comme réflexe numéro 1 d'aller sur URSSAF.fr pour comprendre tout sur sa formalité. Je pense notamment aux auto-entrepreneurs. Il y en a de plus en plus, ils sont de plus en plus jeunes. C'est un mode d'entrepreneuriat qui est assez plébiscité. Plus de 3,5 millions voilà, quand j'y étais, donc ça date un petit peu, peut-être plus maintenant. Eh bien, par exemple, on a décidé de lancer une chaîne TikTok, alors au début en marque blanche, puisqu'on s'est rendu compte que c'était effectivement le mode de communication privilégié des plus jeunes. Et en fait, ça a cartonné. Ça a cartonné parce que on l'avait appelé J'aime ma boîte. Donc, spontanément, en fait, on leur expliquait les démarches, etc. Et c'est vrai que c'est ce mode de communication vraiment par cible. On le disait tout à l'heure, l'objectif quand on fait de la com, c'est d'aller toucher sa cible de façon efficace. Et c'est cette façon de réfléchir. On ne va pas communiquer de la même façon auprès des artistes-auteurs, auprès des TPE, auprès des marins-pêcheurs. Enfin voilà, plein de catégories qui ont des systèmes assez particuliers, qui ont des modes de vie professionnels différents. Et c'était tout le boulot que j'ai mis en place lorsque j'y étais. Alors maintenant, effectivement, vous écrivez une nouvelle page depuis janvier à la com d'Air France KLM. C'est quoi votre feuille de route et puis votre vision de l'innovation en com ? Ah oui, alors entre-temps, j'ai une petite expérience courte, comme tout le monde le sait, je crois, qui a été marquée par une dissolution, puisque j'ai été chef du pôle communication de Gabriel Attal à Matignon. Oui, bon, voilà. Important de le dire. Important. Air France KLM. Air France KLM, alors c'est une entreprise, j'avais
Enfin, voilà, vous l'avez compris, dans mon parcours, je suis assez engagée et je crois dans la force et la puissance en fait de l'action, qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée. Et Air France KLM, voilà, sur l'échelle alors française, on connaît très bien Air France, on connaît un peu moins Air France KLM. Sur la sphère européenne, Air France KLM, donc voilà, KLM néerlandais. J'ai mis du Vers pour faire penser à Transavia, qu'on oublie un peu souvent, mais qui fait partie du groupe Air France KLM. Et effectivement, d'un point de vue aviation, c'est un secteur nécessaire, mais qui aussi, dans la transformation, est également nécessaire. Donc, on entend parler d'innovation. C'est un secteur qui a besoin d'innover, qui innove énormément. Air France KLM innove énormément. Moi, ça fait aussi partie de ma feuille de route aujourd'hui, de pouvoir parler de cette innovation sur la décarbonation, la façon dont on s'y prend, et puis par ailleurs, de pouvoir expliquer. On comprend globalement ce que fait une compagnie aérienne, faire voler des avions, ça je crois qu'on a globalement compris. Peut-être que vous savez moins dans cette salle, c'est qu'Air France KLM est le premier employeur privé d'Île-de-France. Donc il y a un impact très très fort d'un point de vue économique sur ce groupe. C'est aussi la moitié des personnes qui sont embauchées, elles sont à la maintenance. On travaille pour 200 autres compagnies aériennes, on va réparer leur avion. Ça, c'est des métiers, c'est des expertises, c'est des enjeux de marque employeur, bien sûr. C'est des enjeux, effectivement, de faire savoir pour que tout à chacun, le grand public, en fait, embarquer le grand public et pas y compris nos clients vers la bonne connaissance de ce que fait le groupe. Et autre grand chantier, la premiumisation de la marque Air France. Alors ça, c'est votre cheval de bataille avec ça veut dire quoi et concrètement, il y a eu des lancements d'ailleurs liés à ça. Oui, alors là, on est un peu plus paillettes. Et en même temps, vous allez comprendre que ces enjeux de premiumisation, en fait, ils concernent tout le groupe. Alors, d'un point de vue actualité, Air France a lancé au printemps dernier sa nouvelle cabine, la première. C'est un fleuron, je dirais, sur ce qu'on peut faire de mieux en matière de voyage et d'expérience. Effectivement, il faut pouvoir se l'offrir, mais quand on peut se l'offrir, c'est incroyable. Et en même temps, c'est ce qui rassemble en fait tout le savoir-faire, toute l'expertise du luxe à la française. Quand on a construit cette cabine, au-delà de la cabine en tant que telle, c'est aussi la gastronomie, c'est l'art de vivre à la française, c'est pouvoir faire rayonner notre culture, etc. à bord. Et donc tout ceci, c'est pas uniquement cette cabine qui bénéficie d'un effet de halo très très fort, c'est cette dynamique effectivement de premiumisation de la marque Air France qui a été mise en place par Ben Smith notamment et Anne Rigail depuis quelques années et qui bénéficie en fait à Air France mais au groupe en tant que tel. Et dans votre com au quotidien, alors comment vous voyez la place de l'IA et des réseaux sociaux? On en parle beaucoup durant ces 2 jours. C'est quoi leur place actuellement et la suite peut-être? Sur l'IA, je ne serai pas très originale, je reprendrai ce qui a déjà été dit. Effectivement, on est tous passés à l'IA. Et même d'ailleurs, quand j'étais à l'URSSAF, on s'y était mis déjà il y a peut-être 3-4 ans, vraiment, quand le truc était monté. Je trouvais que c'était important que les communicants s'emparent de ce sujet. Ça fait gagner du temps. Et en même temps, ça pose beaucoup de questions. Ça a beaucoup de limites également. Vous voyez, là, très clairement, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai réuni les équipes pour construire une plateforme de messages, etc. Et dans la façon dont on s'y est pris, il y a eu un moment où on s'est dit, OK, ce serait bien de mettre l'IA, tout ce qu'on entend, etc. OK, on va faire bosser l'IA. En fait, c'était catastrophique ce qui est ressorti. Ça n'allait pas du tout. Ça nous a fait perdre du temps. Et voilà, plutôt que d'avoir parfois le réflexe IA un peu comme un réflexe, un automatisme, il faut remettre de l'humain dedans. L'IA va nous aider, mais l'IA ne va pas nous remplacer. Et ça, j'en suis persuadée. Merci beaucoup. On peut vous applaudir bien fort. Merci Estelle. Je garde le micro. Et puis, on continue alors avec Véronique Page. Ou Page, on dit Page peut-être. Page. Véronique Page, directrice de la communication de Naval Group, qu'on peut applaudir également. Bienvenue Véronique. On change d'univers. Oui, on change d'univers. Un peu. Oui. Alors, peut-être qu'on peut commencer là aussi par votre parcours assez original, journaliste au départ. Oui, moi j'ai fait l'Institut français de presse à Assas, donc je me destinais plutôt à un métier de journaliste. J'ai commencé par Ouest France et puis Les Échos. Et j'ai basculé côté com institutionnel, d'abord à l'ambassade de France à Washington sur la presse. Et je suis restée ensuite au ministère des Armées, donc à différents postes, toujours la presse, la com de crise, chef de cabinet, responsable com, etc. Je suis restée dans ce milieu public en étant DIRCOM d'une ville d'Île-de-France, autre problématique. Et puis chez Naval Group depuis 2018,
à différents postes, dire comme d'un site Naval Group, puisque Naval Group est implanté à 10 sites industriels en France. Et c'est important dans nos métiers, notamment quand on est communicant dans l'industrie navale, de pouvoir connaître les produits dont on parle. Ça nous donne davantage de légitimité. Et puis ensuite, porte-parole et directrice média du groupe avec la partie communication de crise, réputation, et DIRCOM du groupe depuis quelques mois maintenant. Alors Naval Group, c'est un groupe qui est fascinant par son histoire déjà, héritier des arsenaux de la Marine royale. Est-ce qu'on peut expliquer un peu d'où vient le groupe ? Oui, Naval Group, c'est 400 ans d'innovation navale. On est là pour parler d'innovation aujourd'hui, ça tombe bien. Héritier des arsenaux, effectivement, du XVIIe siècle. Et puis, c'est un groupe qui est, comme je vous le disais, donc, qui a 10 sites industriels en France, qui est présent dans 17 pays à travers le monde, qui a donc des clients qui sont des États ou des marines. Et Naval Group, c'est un groupe, une entreprise qui intervient sur tout le cycle de vie des navires, donc de la conception, la construction, la maintenance en conditions opérationnelles, la déconstruction. Donc de navires, que ce soit des porte-avions, des sous-marins nucléaires, des frégates, des drones aussi, des équipements, voilà, sur tout ce cycle des navires. Et donc on apporte des solutions de souveraineté aux États et aux marines qui sont nos clients. Combien de salariés chez vous ? Environ 17 000 salariés. 17 000. Alors, quels sont les enjeux de la com dans ce secteur sensible ? C'est forcément une communication différente des secteurs qu'on a abordés auparavant. C'est une communication effectivement qui est prudente par définition, mais malgré tout, on a beaucoup de sujets sur lesquels on peut communiquer. Ma priorité étant de garantir l'image et la protection de la réputation du groupe, puisqu'on est dans un secteur qui est fortement concurrentiel, à l'international notamment, mais on y reviendra juste après. Et puis, on a ensuite des enjeux de communication assez forts. Le premier étant de valoriser des savoir-faire et des compétences, puisque l'industrie navale a besoin de recruter. On a des métiers qui sont uniques, qui demandent des expertises très pointues. Et donc, on a un enjeu d'attractivité, de faire venir des jeunes chez nous pour embrasser les carrières de l'industrie navale, et des femmes aussi, voilà, qui ne doivent pas s'interdire de rentrer dans l'industrie, parce qu'il y a des carrières qui sont formidables, et on peut évoluer, j'en suis l'exemple d'ailleurs, on peut évoluer et accéder à des postes à responsabilité, donc notamment vis-à-vis de ce public. Le deuxième sujet, c'est valoriser nos produits, bien sûr, notamment à l'international, valoriser les capacités de nos frégates, de nos sous-marins, et regarder comment ils peuvent apporter des solutions de souveraineté à des États, à des acteurs, à des marines avec qui on travaille. Le troisième sujet, c'est l'innovation. Je vous l'ai dit, c'est dans l'ADN de Naval Group, 400 ans d'innovation. On est une entreprise d'ingénieurs, de techniciens, d'ouvriers qualifiés. Et donc, cette innovation, elle est à la fois technique, technologique, scientifique, puisqu'un sous-marin nucléaire, c'est l'un des objets les plus complexes à réaliser au monde. Et donc, on a des collaborateurs qui sont et à la fois passionnés et très pointus dans leur expertise. Et donc cette innovation, elle est partout. En fait, l'innovation, c'est à la fois un différenciant pour nos produits. Aujourd'hui, on a lancé une frégate de défense et d'intervention avec un design un peu futuriste. L'innovation, c'est un différenciant pour nos produits. Et donc ça, c'est vraiment particulièrement important pour nous, et ça fait partie des sujets qu'on tend à valoriser au quotidien. Alors comment l'IA, parce qu'on en parle beaucoup durant ces 2 jours, s'intègre dans vos pratiques ? Est-ce que c'est déjà le cas et est-ce que ça change la donne ? Alors c'est le cas, et effectivement je souscris à ce qui a été dit auparavant. Pour moi, je vois l'IA de 2 manières. En fait, on a parlé des cas d'usage de l'IA, et ça effectivement on y travaille comme vous tous, très largement. On a lancé un groupe de réflexion avec des jeunes dans l'équipe qui sont chargés de proposer des solutions innovantes, de faire un pas de côté pour regarder comment on peut avancer. Et le deuxième sujet qui me préoccupe plus particulièrement et qui nous préoccupe en tant que communicants, c'est celui de la réputation. Comment l'IA, ou plutôt les IA, oriente aujourd'hui la réputation d'une entreprise. Et ça, je crois que c'est Raphaël De Andréis qui en parlait en préambule. Je crois que ça doit nous inquiéter, nous préoccuper, en tant que DIRCOM tout particulièrement. C'est ce que les IA disent aujourd'hui de notre réputation. Alors l'IA, c'est un outil, certes,
Mais pour moi, c'est pas seulement un outil, c'est aussi un changement de paradigme quelque part, hein, puisque on a voilà, des grandes entreprises et des employés de ces grandes entreprises qui travaillent sur des algorithmes. Et ensuite, ces prompts disent quelque chose de notre entreprise. Et donc, je crois qu'il faut encourager les communicants et les DIRCOM et les entreprises à s'intéresser à ce que les IA disent de nous, de nos dirigeants, à l'image que ça renvoie de nos entreprises. Alors après, on ne va pas rentrer dans le débat, mais il y a différents moyens pour travailler cette image. Déjà, il faut travailler le prompt stratégique, ça je crois que c'est important. Et puis ensuite, regarder les réponses que l'on obtient à ces prompts, ça me semble capital. Et on a des moyens ensuite de le travailler avec soit de la production massive de contenu, soit des leurs, etc., etc. Mais je crois que l'un des sujets fondamentaux des communicants aujourd'hui, plus que l'image, ça doit être la protection de la réputation. On est dans un cadre de lutte informationnelle, hein. On a vu qu'il y a eu beaucoup de communication sur ce sujet. Donc on doit s'en préoccuper. Et l'IA et la manière dont l'IA transforme la réputation d'une entreprise, ça doit être un sujet prioritaire, me semble-t-il, pour les communicants aujourd'hui. Merci, très intéressant. Merci Véronique. Je garde le micro. On va enchaîner avec Annette Ray, qui est directrice de la communication groupe de Bureau Veritas, qu'on peut également applaudir. Bienvenue Annette. Là aussi, un parcours, j'allais dire, différent, franco-allemande, un parcours très international. Vous pouvez détailler un petit peu ce parcours ? Oui. Donc, moi, je suis franco-allemande. J'ai vécu aux États-Unis et en Angleterre. Et en fait, j'ai fait tout mon parcours dans la com, toujours à des postes donc groupe international et avec des enjeux multiculturels. Et l'autre, je dirais l'autre fil rouge, c'est dans des environnements d'ingénierie et d'expertise en fait scientifique. Justement, dans votre parcours, ce qui m'a marqué aussi, c'est un passage, pardon, je vous embête avec ça, mais chez Atos, parce que c'est une entreprise dont on parle beaucoup, pendant 3 ans. Et là, c'était de la com de crise tout c'est plus qu'un passage, oui, effectivement. 3 ans. C'est un peu plus de 3 ans au moment de la crise aiguë. Au moment de la crise aiguë chez Atos, non pas qu'elle soit terminée, elle n'est pas terminée, mais je souhaite bien évidemment au groupe de s'en sortir, mais on peut dater le début de la crise, c'est le 4 janvier 2021. Et donc, moi, j'avais rejoint Atos, en fait, avec un brief, avec le brief de positionner le groupe sur les métiers en croissance, la cybersécurité, le cloud, la décarbonation digitale, etc. Et puis, poum, patatras, 4 janvier 2021. Une tentative, enfin, une fuite en fait, une fuite d'informations sur un projet d'acquisition qui finalement n'a pas vu le jour, mais le cours de bourse a perdu, je crois, près de 20% en une séance, en une journée, et à partir de là, enfin, ça s'est transformé en permacrise et polycrise, c'est-à-dire c'était une crise financière, une crise de gouvernance, une crise de confiance des clients, une crise de confiance des collaborateurs, une crise une crise de direction en fait. On a eu, je crois, 8 PDG en 2 ans et demi. Enfin, c'était effectivement. Et en tant que DIRCOM, comment on fait face dans ces moments-là ? Alors, en tant que DIRCOM, j'ai la chance d'avoir une équipe exceptionnelle, une équipe de communicants absolument formidable. C'est-à-dire que moi, je n'ai fait que de la crise. Très vite, en fait, au moment vraiment fort, c'est-à-dire avec le projet de scission, je ne sais pas si vous avez suivi vraiment toute l'actualité d'Atos, y compris avec les interactions avec les pouvoirs publics, etc. Et donc, comment on fait face ? On est au cœur du réacteur, c'est la proximité, la relation de proximité avec les dirigeants. Il faut être au cœur du réacteur. Moi, j'étais donc au comité exécutif. J'ai assisté à tous les conseils d'administration. Il y en avait 3 par semaine, hein, moi. Et à un moment donné, et donc c'est la proximité, l'immédiateté de l'information, etc. Et puis la réactivité de tous les instants, les agences aussi. On était accompagnés par 2 agences absolument formidables, hors pair, pour la crise. Après, effectivement, pendant ce temps-là, le business, entre guillemets, continue. C'est-à-dire qu'il faut sortir le rapport annuel. Le groupe était quand même au CAC 40. Le groupe a été sorti du CAC 40 fin septembre 2021. Donc,
ce qui d'ailleurs aussi a eu des répercussions en termes de crise de confiance, a alimenté la crise de confiance commerciale en fait des clients, parce que quand vous sortez du CAC 40, quand vous dégringolez dans les ratings, dans les notations, vous êtes sorti de certains appels d'offres. Enfin, c'est assez les conséquences en fait, c'est vraiment un jeu de domino. Alors aujourd'hui, nouvelle histoire avec Bureau Veritas. Est-ce qu'on peut rappeler, alors là aussi c'est une histoire, l'histoire de Bureau Veritas est intéressante, ça me fait penser un peu à Naval Group, mais il y a des points communs. On peut en parler ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai rejoint Bureau Veritas il y a 2 ans. Alors, effectivement, là, c'est une toute autre histoire. Donc, Bureau Veritas est un groupe à la fois connu et inconnu. C'est un groupe qui a presque 200 ans d'âge, donc 198 exactement. C'est un groupe qui a été créé en 1828, suite, en fait, au début du 19e siècle, il y a eu des tempêtes qui ont fait couler des navires. Et donc, le besoin, Bureau Veritas est un des leaders mondiaux en termes d'essais, d'inspection et de certification. Et ce métier, en fait, est né au début du 19e siècle par le besoin, la demande des assurances. Il y a eu des naufrages suite à ces tempêtes. Et donc, la demande émanait des assureurs de dire, mais on a besoin d'abord de me prouver si les navires étaient aptes à naviguer. Avant d'indemniser, il fallait donc certifier leur aptitude à la navigation. Et donc, le groupe Bureau Veritas est né dans le domaine maritime en vue de la sécurisation du transport maritime, pour poser un cadre clair. Et donc, depuis, donc ça va faire presque 200 ans, 198 ans, et donc au cours des 50 dernières années, le groupe s'est énormément diversifié, diversification géographique, diversification de métiers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bureau Veritas intervient dans tous les métiers, que ça peut aller de la... on inspecte, on certifie tout type de produits et de process, toute industrie confondue. Ça peut aller de l'industrie textile, par exemple, un audit social dans l'industrie textile au Bangladesh, jusqu'à la certification de la pomme bio en Normandie, jusqu'à la centrale nucléaire. Oui, alors, vous disiez combien de salariés dans combien de pays ? Alors, en fait, c'est 84 000 salariés dans 140 pays à travers le monde. Ouais. Et donc, le groupe est au CAC 40 depuis décembre 2024. Alors, en termes de com, quel est le rôle de la com dans un groupe de cette dimension-là et comment on fait pour être innovant dans un groupe qui lui-même, c'est un groupe d'ingénieurs il y a une pression pour la com par rapport à ça. Alors, en fait, la question, effectivement, est protéiforme. Donc, le rôle de la com, tout d'abord, c'est un nom qui est connu et en même temps, les métiers du groupe sont très peu connus. Et donc, c'est d'abord, je dirais, un rôle presque de vulgarisation scientifique. C'est faire connaître au grand public, c'est un groupe B2B pur, mais in fine, on touche quand même le consommateur final parce qu'il en va de la sécurité du consommateur final. Donc, le rôle de la communication, c'est de faire connaître ces métiers d'expertise, de les expliquer, de les illustrer et d'éclairer selon les sujets, d'éclairer aussi le débat soit sectoriel, soit le débat public carrément. Donc le rôle de la com est presque un rôle je dirais de passerelle et de passeur en fait, hein. Donc de pédagogie, un grand rôle de communication interne aussi. On a lancé un nouveau plan stratégique donc, qui a été révélé au marché au mois de mars 2024. Et donc, ce plan s'appelle LEAP 28, donc LEAP 2028, Horizon 2028. Et donc là, le rôle de la com, c'est à la fois, évidemment, donc on est au CAC 40, c'est la communication financière, c'est la communication interne aussi, fédérer les équipes, donc les 84 000 collaborateurs dans les 140 pays, expliquer la vision de la direction générale, expliquer les leviers, la mise en place. Donc c'est beaucoup de change management, c'est la pédagogie et en fait c'est une instauration d'une communication très très régulière, un dialogue nourri qui évidemment avec les relais à travers le middle management, etc. Et donc c'est vraiment, et l'organisation de la communication elle est matricielle, elle reflète les métiers du groupe, c'est-à-dire c'est les verticales métiers et l'horizontale géographique.
Comment vous voyez, alors même question que pour les autres, l'innovation et puis l'intégration de l'IA dans votre métier? Alors, l'intégration de l'IA, assez classiquement, comme chez mes consoeurs essentiellement. Donc, c'est en matière de traduction, par exemple, au moment du lancement de ce plan stratégique dont je parlais à l'instant, on a fait un town hall interne où on a connecté en direct plus de 20 000 collaborateurs à travers le groupe. Donc, nos prises de parole internes à ce niveau-là, ça se fait généralement à l'heure du déjeuner pour couvrir toutes les zones, tous les fuseaux horaires en fait. Et donc là, on a mis en place un outil de traduction simultanée multilingue et au final, les études montrent qu'ils ont traduit en 125 langues. 125 langues, donc la conférence a eu lieu en anglais. Donc la direction générale qui expliquait le plan stratégique, mais 125 langues en simultané. Donc celui qui voulait écouter en espagnol, en coréen, etc. Donc ça, c'est franchement, avec des moyens humains, on n'aurait pas pu faire ça. Après, plus classiquement, les traductions écrites, l'aide à la production de contenu, mais je rejoins mes collègues totalement, rien ne remplace l'humain. En termes de créativité, c'est-à-dire nous, on utilise l'IA comme notre stagiaire très très junior, mais de toute façon, il faut repasser derrière et faut parfois tout refaire en fait. Ah, merci, merci beaucoup. Visiblement, tout le monde est sur la même ligne. Merci beaucoup, Annette, on vous applaudit. Alors, on enchaîne avec Anne-Sophie de Faucigny, qui est directrice de la communication de Gatling Group et qu'on applaudit également. Bienvenue, Anne-Sophie. Bonjour à tous. Bonjour, Gilles. On va commencer par votre parcours, Anne-Sophie. Pareil, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur votre parcours à vous? Alors moi, j'ai débuté en agence de communication en Espagne pour un réseau américain où j'ai passé 4 ans à Barcelone. J'ai rejoint ensuite Paris, une agence parisienne, une filiale de Publicis. Et puis, j'ai fait ma mutation vers l'annonceur en rejoignant une entreprise en pleine transformation, la Massif, qui avait un projet de marque, refonder un peu la promesse envers le client et aussi un passage vers un univers très traditionnel, c'est une mutuelle, vers s'inscrire pleinement dans le champ concurrentiel. Et moi, j'ai rejoint une task force pour que ce changement en interne adhère, ce qui était assez challengeant. Et puis, point de bascule, en 2007, en fait, je suis partie aux États-Unis, changement de configuration familiale, et je me suis installée dans la région de New York. Et 2007, c'est la campagne des primaires d'Obama. Moi, je suis passionnée de politique et parce que je me dis, c'est l'univers dans lequel le messaging a vraiment de l'impact. C'est-à-dire que là, sans artifice, avec la force des mots, de la connaissance de sa cible, on peut faire beaucoup de choses. Et donc, je m'intéresse beaucoup à la façon dont la primaire se déroule et je me dis, j'ai envie d'en faire quelque chose dans mon parcours. Et je rentre en contact parce que la politique m'intéressait déjà avec des leaders politiques en France. Et j'opère ma bascule pendant que je suis aux États-Unis, ce qui me permet à mon retour de rapidement changer de métier. Je deviens conseillère en communication et je rejoins les cabinets ministériels à Bercy en 2012. Donc, en embarquant, en tout cas en vous décryptant cette campagne électorale d'Obama en 2007 qui était assez innovante aussi dans les méthodes, quelque part vous avez nourri j'allais dire les hommes politiques français avec ces méthodes innovantes en revenant, c'était ça un peu la promesse hein. Oui, alors il faut rester très modeste hein. J'ai suivi un groupe de militants de terrain et donc j'ai vu la chose de près se faire, ce qui m'a beaucoup inspirée parce que le concept même de primaire n'était pas ancré dans le paysage politique français. Il y avait beaucoup de débats sur cette question. Et puis en même temps, c'était l'arrivée de plein pied du digital dans les campagnes de terrain où les équipes des deux bords d'ailleurs, mais avec peut-être plus d'efficacité et de modernité du côté d'Obama, rentraient et comprenaient la dynamique et la démultiplication d'une campagne de porte-à-porte sur le digital. Et donc, c'était assez fascinant à regarder, c'était très intéressant à décrypter. Et moi, sur cette base-là, j'ai fait des notes pour un responsable politique qui, je pense, sont beaucoup allés à la broyeuse
Et puis un jour, il m'a appelé, il m'a dit c'est intéressant, est-ce qu'on peut se rencontrer? Voilà. Intéressant. Et alors aujourd'hui, Getlink, vous avez rejoint le groupe il y a... Alors en sortant de cabinet, j'ai participé à la création de BPI France. Vrai, donc ça a été un moment assez fondateur puisque c'était un nouvel objet qui se créait et dont l'ADN entrepreneurial n'était pas encore établi, puisque une banque publique d'investissement, il fallait qu'elle crée de la confiance, qu'elle crée de l'envie, et le phénomène était concomitant à la création aussi de la French Tech. Et donc il fallait créer un lien entre des univers qui ne se correspondaient pas forcément. Et puis, il fallait aussi accompagner un dirigeant qui n'était pas très connu à l'époque et qui devait représenter et incarner cette forme nouvelle de faire du financement de l'innovation. Donc ça a été 8 ans quand même, donc ça a été une expérience assez fondatrice de création d'une marque, naissance de la marque, développement de ces multiples canaux de pénétration avec l'univers entrepreneurial. Et puis en 2022, nouvelle rencontre avec une équipe dirigeante au sein du groupe Getlink et le saut vers le tunnel sous la Manche. Alors justement, Getlink aujourd'hui, vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce groupe et puis et comment vous l'avez transformé jusqu'à son changement de nom en fait. Alors j'ai pas complètement transformé le groupe, mais bon, merci de projeter cette ambition. Effectivement. En fait, il y avait un petit brouillard entre, il persiste certainement malgré tous nos efforts. Le tunnel sous la Manche, c'est Eurotunnel. Eurotunnel est la marque forte, la marque cœur du groupe Getlink. Or, cette marque Eurotunnel, elle a une ombre portée telle qu'elle évince un peu la visibilité sur les autres activités du groupe, qui sont des activités qui sont synergétiques à l'actif cœur qu'est ce tunnel, mais qui sont aussi porteuses d'une feuille de route de croissance très forte. Et donc, moi, ma mission, c'était sur cet aspect communication, on repeint tout du sol au plafond, mais on respecte le passé pour embrasser l'avenir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un switch trop radical quand vous venez d'une infrastructure aussi ancrée dans l'histoire de la fin du XXe siècle. C'est quand même le dernier exploit technique qui marque les esprits quand on pense aux grands chantiers d'infrastructure. Il y a cette image iconique de la reine d'Angleterre et de François Mitterrand qui embarquent sur l'un de nos trains. Simplement, quand vous avez un plan de croissance aussi fort que celui de Getlink, une image aussi vintage ne peut pas résumer complètement la stratégie. Et donc, mon objectif a été de, distinguer pleinement ce qu'était l'actif cœur de ce qu'est le groupe. Parce qu'au sein du groupe Getlink, à côté de cette infrastructure inégalée, il y a aussi des services qui ont été créés aux marges du tunnel, je dirais aux adjacences, si on veut se projeter un peu dans une vision géographique, avec du transport d'électricité qui passe à travers le tunnel sous la Manche, et donc qui relie RTE à National Grid en Angleterre. C'est là aussi un exploit technique inégalé, puisque aucun autre cas de figure dans le monde n'existe. Et puis, puisqu'on est aussi devenu acteur d'une frontière avec le Brexit, il y a eu un rétablissement de frontières avec certes des tarifs non douaniers, mais qui ont contribué tout de même à rendre un peu moins facile les échanges entre l'Europe et la Grande-Bretagne. On a créé des services qui facilitent les formalités douanières pour les gens qui commercent entre les deux plaques. Donc cette réalité, elle est très intriquée avec notre actif cœur, mais elle est beaucoup plus riche. Elle est aussi porteuse d'une feuille de route de croissance. Et donc la création de la marque Getlink avec un logo qui ne se résume pas à un tube sous la Manche, ça a été un premier pas pour dire on est plus que ça. On est évidemment ça, parce que sans ça, on n'aurait pas développé tout ce qu'il y a autour. Mais notre feuille de route de croissance, elle passe aussi par le développement de ces autres activités. Alors, même question que vos consoeurs tout à l'heure. Effectivement, il devait y avoir un homme ce matin, mais il n'y en a que des femmes. On a la chance d'avoir 9 intervenantes. C'est quoi l'innovation en com dans votre métier au quotidien ? Alors moi, je suis dans un groupe qui s'appuie sur une réalité technologique très forte. Donc le tunnel sous la Manche, c'est d'abord 3 jumeaux digitaux. On a évidemment un jumeau digital du tunnel pour simuler nos flux.
Il se trouve qu'on vit un moment assez pensionnant de l'entreprise, puisque notre principal client B2B, qui est Eurostar, est aujourd'hui très challengé par la croissance de la demande des citoyens britanniques pour voyager très rapidement en Europe avec le train. Donc il y a beaucoup de compétition pour pouvoir emprunter le tunnel sous la Manche, et de nouvelles compagnies se sont positionnées récemment. Donc nous, évidemment, dans notre promesse, il faut qu'on puisse accompagner la croissance de ce trafic jusqu'à 1000 trains par jour. Aujourd'hui, on est à 400 trains par jour. Donc toutes ces simulations et les investissements qu'on a faits pour absorber cette croissance qui va arriver, elle se fait grâce à la technologie et grâce à l'IA. On a aussi des jumeaux digitaux de nos terminaux. Le tunnel sous la Manche, on peut aussi se le représenter comme deux ports qui se font face à face, 600 hectares d'installations en France, 400 en Angleterre, et 8 millions de passagers. Je ne parle pas là d'Eurostar, je parle de clients Le Shuttle, parce qu'on opère aussi nos propres trains. C'est une marque B2C qui est très établie en Grande-Bretagne, parce que 70% de nos clients sont britanniques, donc elle est beaucoup plus présente dans l'état d'esprit des Britanniques que les Français. Mais cette intrication de nos métiers n'empêche pas que nous ayons aussi, aux marges de ces actifs forts, développé de l'accompagnement en formalité douanière et du transport d'électricité. Donc à partir de là, l'innovation pour moi en communication, ça va être comment est-ce que je décale le narratif pour réussir à ce qu'on parle de nous en même temps qu'on parle des enjeux qu'on porte. On est un vecteur de décarbonation et d'accélération du transport ferroviaire. Ça veut dire aussi qu'on est un acteur du shift modal du ferry vers le train. C'est vrai que ce n'est pas intuitif. On se dit, ah, il n'y a qu'un tunnel sous la Manche, ces gens-là sont en monopole. Mais en fait, on est challengé par 4 compagnies de ferry qui font les mêmes trajets que nous. Et puis, il y a encore des gens qui prennent l'avion. Je m'en réjouis pour ma collègue d'Air France KLM. Mais il y a encore des gens qui prennent l'avion pour aller à Londres quand ils ont des connexions vers les USA notamment. Donc, l'enjeu pour nous, c'est de dire, bon, on est un acteur de cette décarbonation, prenons la parole au nom de cela. On est aussi un acteur de l'équilibre énergétique entre la France et la Grande-Bretagne, dans un contexte où la sécurisation du tunnel est un atout incroyable. En mer Baltique récemment, il y a eu plusieurs difficultés d'approvisionnement, de transmission de gaz avec une suspicion sur des activités russes. Aujourd'hui, le tunnel prend une nouvelle actualité, puisque faire transiter en son sein de l'électricité, c'est garantir une protection contre des menaces externes. Donc, on s'est dit, on est à la fois acteur de la frontière. Post-Brexit, on a des choses à raconter, on a une expertise. On est acteur de la décarbonation et on est aussi acteur de l'équilibre énergétique. Donc, construisons une marque qui porte ça. Et l'acte qu'on a posé, c'est de se dire, déjà sur chacune de ces verticales, on a créé des formats particuliers. Sur le climat, puisque c'est le combat du siècle et qu'on a décidé qu'on avait une valeur à ajouter dans la discussion, on a créé les rencontres du climat, qui fait dialoguer les experts, nos analystes, nos investisseurs, avec des acteurs du transport, mais pas que. En avril dernier, d'ailleurs, nous réunissions le DG d'Alstom, je vois qu'il y a la directrice de la communication dans la salle, Anne Rigaille, Yann Lerich, le DG de Getlink, autour de la thématique comment organiser du transport bas carbone pour tous. Donc je dirais que ça, c'est ce type de format qu'on se permet de prendre parce qu'on a le narratif derrière très structuré pour pouvoir le légitimer. Je pourrais développer dans chacune des verticales, mais ça va être un peu long, je pense. Merci beaucoup, Anne-Sophie, pour ce tour d'horizon et merci bien. Bravo à vous. Je vais inviter maintenant Emeline Kedjian, qui est directrice de la communication d'Electra, à me rejoindre. On peut l'applaudir également. Vous allez voir, on change également d'univers. Bonjour. Et de type d'entreprise. Mais d'abord, on va commencer par parler de votre parcours. Peut-être vous pouvez dire quelques mots, et en particulier il y a eu un passage au secrétariat général à la planification écologique, mais avant il y a eu d'autres choses.
Oui, avant, il y a eu une petite quinzaine d'années. Déjà, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. En effet, j'ai rejoint du coup Electra il y a 6 mois maintenant. Et ce qui correspond à peu près à la 3e partie de ma vie professionnelle, en espérant en avoir d'autres après. J'ai tout d'abord passé 15 ans en agence, donc, où j'ai appris les fondamentaux. Donc je continuerai à travailler avec les agences parce que pour moi, elles sont essentielles et elles sont clés au cœur de ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis en effet, j'ai passé presque 5 ans au sein du service, des services du Premier ministre, tout d'abord en tant que directrice adjointe du SIG. Et puis, en effet, dans cette folle aventure qui a été le secrétariat général à la planification écologique. Donc, je suis comme Estelle aujourd'hui. Je vais faire un petit message pour tous les acteurs de la communication aujourd'hui publique, puisqu'ils sont plus de 2000. J'ai eu la chance de travailler avec nombreux d'entre eux et je pense que vraiment la communication publique est essentielle. Et quand vous me demandez justement ce qui avait été le plus marquant, c'est pour ça que je vous ai parlé du SGPE. Parce que ça n'a été, entre guillemets, que presque 2 ans et demi de ma vie, et elles ont compté triple. On a créé une petite équipe de 20 personnes qui rapportaient directement au Premier ministre, et dont l'enjeu était de travailler sur l'ensemble des politiques publiques liées à la transition écologique, les rendre cohérentes et les rendre plus ambitieuses. J'étais avec des ingénieurs, des experts du sujet. Et pourtant, en fait, parmi ces 20 personnes, j'ai pu constituer une petite équipe de 400 personnes dont le rôle a été justement d'accompagner ces ingénieurs pour essayer d'expliquer et de faire la pédagogie de ce qu'on était en train de faire. En fait, on a créé un plan national, on a défini des objectifs, on a défini des trajectoires, on a défini des solutions, un plan d'action, mais en fait, tant que c'était sur du PowerPoint et au sein de l'administration, ça n'avait pas beaucoup de rôle et d'impact. Donc ce qu'on a dû faire, c'est pendant 3 ans, on est allé à la rencontre des citoyens, des ministères, des acteurs politiques, des entreprises, des collectivités, pour expliquer cette méthode, pour expliquer le plan, et puis pour expliquer à chacun en fait le rôle qu'il devait jouer à l'intérieur de ce plan. Et c'est comme ça qu'on a réussi à engager. Et je pense que c'est là où, en tout cas moi, mon rôle de communicante a été le plus important. Donc oui, je soutiens la communication politique et publique, encore plus aujourd'hui qu'hier. Alors aujourd'hui, Electra, est-ce que vous pouvez nous parler de l'entreprise et puis où elle en est dans son développement et quels sont ses enjeux? Alors oui, là on sort complètement de la grosse machine des 2000 communicants de l'État. En effet, Electra, donc j'ai rejoint cette start-up scale-up il y a 6 mois maintenant, qui est un acteur de la mobilité électrique. C'est une entreprise française qui a été créée il y a 4 ans par des entrepreneurs français et en fait qui avait qui s'était doté d'une mission, d'un objectif qui était de se dire comment nous en fait on arrive à démocratiser la recharge électrique ultra rapide. En fait, on sait que c'est un des freins principaux en fait pour accompagner la mobilité électrique. On a besoin tous de bornes de recharge partout. Donc dans nos villes, qui ne mettent pas 2 heures à recharger une voiture, mais qui mettent plutôt 15 minutes, 20 minutes, à des prix les plus compétitifs possibles. C'est un vrai challenge, et donc aujourd'hui, c'est le challenge qui est en train de relever Electra. On est en 4 ans, du coup on était présent en France, on a plus de 300 stations en France, mais ça y est, on est présent maintenant dans plus de 10 pays, où on opère plus de 500 stations, avec un objectif d'ici 2030 de 2200 stations. On a sécurisé cet été plus d'1 milliard pour du coup atteindre cet objectif. Mais je pense que au-delà, on va dire, de ces chiffres qui font un peu tourner la tête, vraiment notre mission, c'est de faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui, recharger avec de l'électrique, c'est aussi simple que faire un plein. Et je pense qu'on a tous participé à un dîner où la question s'est posée, ok, je veux bien avoir une voiture électrique, mais je fais comment pour me recharger? Ça va être chiant, ça va être long, il n'y a pas de borne près de chez moi, etc. Et en fait, on veut leur montrer que si, c'est possible, et que en fait, oui, il faut qu'ils achètent une voiture électrique, et qu'avec Electra, ça va marcher. 12 minutes, c'est ça? J'ai retenu. Le temps de chargement? Ah là, alors on a annoncé mardi, j'étais à Lyon au salon de l'auto, et en effet là on a lancé les premières bornes nouvelle génération, 12 minutes. 12 minutes, c'est ça, hein. Ouais, 12 minutes maintenant. Donc c'est le temps de boire un café. J'en profite pour faire un peu de pédagogie. Alors, ce qui m'a frappé en préparant cette conférence, c'est en fait, je me suis rendu compte que travailler en tant que DIRCOM dans une scale-up comme Electra, ça demande beaucoup
d'élasticité, on va dire. On fait un peu tout seul. Un peu. Un peu. Ouais, mais je suis un peu loin, c'est sûr, là, aujourd'hui, des préoccupations de mes collègues qui doivent être innovants pour justement se réinventer et réinventer des marques patrimoniales. Du coup, moi, j'opère sur un marché nouveau, sur une entreprise nouvelle, en France, dans 10 pays. Chaque semaine, pour vous donner une idée, on a à peu près 10 personnes qui nous rejoignent. Donc oui, il faut faire preuve d'énormément d'agilité, de flexibilité. Et ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'en tant que DIRCOM, je pense qu'aucune de mes semaines ne se ressemble. Pour vous donner un exemple, lundi, on était à Bruxelles et on a organisé une rencontre autour de Pascal Canfin pour parler évolution de la réglementation européenne au niveau de la mobilité électrique. Et comme je vous le disais, mardi, j'étais au Salon de Lyon pour promouvoir une nouvelle borne, une nouvelle génération en partenariat avec Xpeng et des journalistes auto. Donc, en fait, oui, on va dire qu'il n'y a plus vraiment de frontières entre les affaires publiques, la marque, le marketing. On doit être présent à peu près sur tous les fronts avec une équipe de personnes. Donc, ouais, il faut être un peu agile et il faut trouver un peu des bonnes idées pour atteindre notre ambition. Une des bonnes idées, c'est de monter des coûts, c'est ça ? Oui, alors je passe mon temps à faire des coups. Donc la politique m'a un peu appris ça, mais là c'est vrai que il faut en permanence. Nous, l'innovation, c'est vraiment faire preuve de créativité permanente. Et c'est vrai que vous m'aviez demandé de trouver des exemples. En fait, j'en ai plein parce que ce n'est que ça. Quand en fait on doit à la fois, comme je vous dis, essayer d'embarquer en fait l'opinion publique sur un sujet sur lequel les freins sont de plus en plus nombreux et en fait l'opinion est en train quand même de basculer. On est en train de revenir sur le fait que oui, le 100% électrique c'est bien et que par ailleurs on doit créer de la préférence et l'idée à un marché face à des Total ou face à des Engie qui sont installés depuis des années et qui ont énormément de moyens. Il faut faire preuve un peu d'agilité. Donc, ce qu'on fait, c'est, par exemple, en effet, on essaie d'avoir un narratif qui est un peu différent. Donc, c'est ce qui est la base de la communication. Mais là où les gros acteurs nous parlent de manière puissante et récurrente de leur gros réseau, de leur prix, de leur programme de feed, nous, on a plutôt décidé de se placer du côté des gens et en fait de leur raconter tout simplement ce que la mobilité électrique leur apporte. Et donc pour moi, c'est beaucoup plus important en fait de recueillir le témoignage d'un taxi qui en fait est super content parce que grâce à nos produits, maintenant il peut réserver en fait sa place et du coup planifier sa journée de manière hyper facile et sans stress. En fait, ça a beaucoup plus d'impact qu'une grosse campagne. Donc ça peut être de cette nature-là et puis ça peut être un peu différent. En effet, sur nos sujets plus institutionnels, on essaie de monter des coalitions parce qu'on sait que sinon tout seul, on ne va pas avoir beaucoup de part de voix par rapport aux constructeurs automobiles ou par rapport à d'autres avec lesquels on n'est pas totalement aligné. Donc, on essaie de s'associer à des acteurs comme Engie, comme EDF, etc. C'est ce qu'on a fait cet été. On a monté une grosse coalition. On est allé chercher le BCG, on leur a dit il faut que vous investiguiez le sujet et que vous nous sortiez des chiffres rapidement pour remontrer que l'électrique c'est mieux pour le pouvoir d'achat des gens, pour notre souveraineté et pour le climat. Ce qu'ils ont fait et du coup ça nous a permis de lancer une campagne dans 5 pays et de finir chez Canfin lundi. Et oui, la petite anecdote c'est qu'à un moment par exemple c'est tout bête mais j'ai pas de fichier pour inviter des gens. Donc, on fait un événement. Moi, je pars de zéro. Donc, du coup, je demande à EDF plutôt d'organiser l'événement chez eux parce que c'est plus simple, même si c'est nous qui l'organisons. Et puis, ça me donne un peu de légitimité aussi parce que Electra, on n'est encore pas très connu. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt assez rock'n'roll, mais on avance. Bravo à vous. C'est une autre démarche et un autre témoignage. Merci beaucoup, Emeline. On va rester sur la route avec Caroline Shea, qui est directrice de la communication externe de SANEF et qu'on peut applaudir. Merci. Bonjour à vous et bonjour Gilles. Alors pour compléter ce que dit Emeline, je voulais juste dire que c'est sur
les aires de service d'autoroute qu'on trouve le plus de bornes de recharge haute puissance. Donc, si vous avez une voiture électrique sur l'autoroute, il n'y a aucune chance de tomber en panne. Alors, peut-être qu'on peut commencer là aussi par votre parcours, Caroline, et revenir un peu dessus, c'est possible? Vous donniez quelques éléments. Oui, volontiers. Alors, moi, j'ai été directrice de la communication dans des secteurs très variés, des entreprises très variées. J'ai commencé dans l'édition chez Hachette. Après, j'ai passé une dizaine d'années dans la finance dans des banques étrangères en France, ABN AMRO, qui était la première banque néerlandaise, et The Royal Bank of Scotland, écossaise par définition. Après, j'ai passé 10 ans chez Bouygues Télécom, et je suis depuis 2 ans chez SANEF, donc qui est un concessionnaire d'autoroute pour ceux qui n'ont pas de voiture et qui connaissent. On va en parler justement. SANEF, aujourd'hui, c'est un concessionnaire qui comprend combien de salariés et qui est présent sur quelle région, et puis quelle est la place de l'innovation, parce qu'il y a eu quand même une grosse innovation. Oui, tout à fait. Alors SANEF, c'est une société concessionnaire d'autoroutes. Il y a 3 sociétés concessionnaires historiques, Vinci Autoroute, APRR et SANEF, qui sont là depuis 60 ans. SANEF est la plus petite. On est la filiale d'un groupe espagnol qui s'appelle Abertis, qui est le leader mondial de la gestion d'autoroutes. Nous sommes 2200 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros. Nos réseaux, qui représentent 1800 km, s'étendent dans l'Est, le Nord et la Normandie, l'Île-de-France. Donc en fait, c'est Paris-Caen, Paris-Lille, Paris-Strasbourg. Il y a une autre particularité, c'est qu'en fait, parmi les sociétés concessionnaires d'autoroutes, on est les premiers à avoir une de nos concessions se terminer. Ça sera en 2031. La société concessionnaire, donc la concession SANEF, ça veut dire que là, on va être un marqueur pour tout le secteur et pour le marché, pour voir de quelle manière on termine une concession avec l'État, puisqu'en fait, c'est un contrat avec l'État, bien sûr, et comment, ce qui va se passer après, en fait. Une des grosses actus, c'est cette innovation en fait du péage à flux libre. Vous avez sûrement vécu ça si vous êtes passé sur j'espère qu'il n'y a pas trop de gens qui ont reçu notre courrier et des amendes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas à venir me voir après, je ferai le nécessaire. Mais en fait, ça fait peu quand même. Ça va. Oui, statistiquement, ça fait peu. Alors, c'est quoi cette révolution pour ceux qui n'ont pas suivi? Oui, alors en fait, la révolution, c'est moins la mise en place du péage en flux libre. Alors, monsieur au premier rang ne connaît pas. Ah, bon, vous viendrez me voir. Alors, Donc, en fait, on a enlevé les barrières de péage sur l'A13 et sur l'A14. Donc, ça, c'est l'axe Paris-Normandie. Et on les a remplacés par des portiques qui identifient votre badge. Si vous avez un badge très bien positionné sur le pare-brise, c'est peut-être ça, votre problème. Et sinon, il faut payer sur le site sanef.com ou chez notre partenaire FDJ dans chez un buraliste du réseau Nirio. On a fait une super collaboration. Donc en fait, l'innovation, elle n'est pas du tout technologique parce que le péage en flux libre, ça existe dans plein de pays et notamment chez nos voisins portugais depuis très longtemps. Donc c'est moins une innovation technologique, en fait une innovation dans le changement des comportements. On va changer les habitudes et les usages qui existent depuis 60 ans, c'est-à-dire que quand vous sortez de l'autoroute, vous avez une barrière, vous vous arrêtez pour payer. Vous n'avez pas trop le choix, sauf à faire... à rentrer dans la barrière, il y a des gens qui le font quand même. Mais donc aujourd'hui, plus de barrières, mais des portiques qui lisent et une obligation de payer après votre trajet. Donc c'est un vrai changement de comportement. Et là où la communication devait être innovante, c'est qu'en fait, elle était essentielle à la réussite du projet. La réussite du projet, c'était que nos clients comprennent le nouveau dispositif et l'adoptent en fait. Aujourd'hui, on a un taux de paiement spontané de plus de 95%, des gens qui payent soit avec leur badge, soit sur le site. Donc, c'est un excellent taux. On ne pensait pas du tout que ça viendrait aussi vite, puisqu'en fait, le flux libre a été lancé en décembre 2024 sur la 13. Donc, ça fait 8-9 mois. Là aussi, il a fallu du coup embarquer les parties prenantes et la presse en amont et pour accompagner le projet. Oui, alors en fait, moi je suis arrivée il y a 2 ans et tout de suite on a commencé à travailler sur la communication sur le flux libre. On a sensibilisé tous les élus locaux de Normandie et d'Île-de-France à ce nouveau dispositif en se disant qu'eux-mêmes allaient être des relais indispensables auprès de leurs administrés et permettre en fait de toucher nos cibles finales, qui vont être d'une part tous les Normands, enfin toutes les personnes qui prennent la 13 et la 14, et les occasionnels. En fait, une des difficultés du projet, c'est qu'on a à peu près 8 millions de clients qui prennent ces autoroutes
tous les ans. Et parmi ces clients, il y a des cibles aussi différentes que les réguliers qui prennent l'autoroute tous les jours pour aller au boulot, les occasionnels, les étrangers, les gens qui louent des voitures et forcément qui ne connaissent pas leur plaque d'immatriculation, les jeunes et surtout les personnes plus âgées qui peuvent être un peu réfractaires à aller payer sur Internet. C'est pour ça qu'on a proposé cette solution avec les buralistes Nirio. Ça génère aussi une expérience client un peu différente, et puis nouvelle, et puis aussi il peut y avoir des mécontents et des signaux faibles. Alors du coup, comment vous gérez cette nouvelle dimension et cette écoute des clients? Alors en fait, pour la mise en place de ce nouveau dispositif, on a créé un centre de relations clients dédié au flux libre en Normandie, à Rouen plus exactement. On a proposé à nos collaborateurs qui étaient auparavant sur le péage normand de devenir conseiller de clientèle. Donc, on n'a pas viré les gens, comme on lit de temps en temps sur les réseaux sociaux. On les a formés pour devenir conseillers. Ils sont super heureux parce qu'avant, ils étaient dehors sous la pluie et maintenant, ils sont dans des super locaux avec des horaires de travail beaucoup plus réguliers et ils continuent à accompagner nos clients. Donc, on a à peu près 120, 130 conseillers de clientèle que vous pouvez appeler si vous avez un problème et qui nous font remonter un certain nombre de signaux faibles quand les clients ont du mal à créer un compte client ou des badges ne sont pas détectés, ça peut arriver. Et ensuite, on a une veille très, très quotidienne et permanente des réseaux sociaux qui nous permettent là aussi de faire remonter des réclamations, des insatisfactions. Et moi, j'ai une équipe digitale dont le job, c'est de répondre aux clients, des clients qui se posent des questions, qui ne savent pas comment payer, combien de temps, que j'ai reçu un courrier, mais comment est-ce que je peux répondre, etc. Et on leur répond assez systématiquement, soit nous directement sur les réseaux, soit par l'intermédiaire des conseillers de clientèle. Ah, merci beaucoup Caroline pour ce témoignage. Et je vous récupère le micro. Merci à vous. On va terminer ces témoignages avec celui de Dana. We'll switch in English with Dana Saloum, Chief Communication Officer of Alstom. Donc j'invite Dana Saloum à me rejoindre sur scène, qu'on peut applaudir bien fort. Can we talk about your professional background, Dana? Yes, thank you for letting me speak in English. It's nice to be with everyone. So yes, I've been in Paris for 2 years, taking up this role at Alstom. But I've been with Alstom for 4 years, and before that, with the Boeing company for 13 years. So my ex-colleague Caroline is here, and of course the other fellow aviation. So hello. But during that time, and I've worked also in startups, I've worked in agency as well, so I think a lot of us have diverse backgrounds. But obviously between Boeing and Alstom, I've seen a lot of crises. And I think the topic of innovation is really important, since that's the topic. A lot of the crises we faced, some of them, and whether it's Boeing or now at Alstom, is the introduction of new innovations. And when you are transporting people, it's a big responsibility. But what does that mean for us as media, as communicators and stuff, is to really do that education. So if you look at Alstom introduced hydrogen trains, they're a first mover. But of course, it's disruptive. The ecosystem is still building. Or Boeing introduced the 787, which disrupted the aviation industry completely for different reasons, the composites, the battery. But our first client in Japan, the battery lit, because they lit on fire, lithium-ion batteries. We quickly contained it. But the reaction is very strong. And our jobs as communicators is very hard, because we have that responsibility, but we need appetite for the mistakes and the quick learning. And I think that balance is really, I think, a big responsibility for us, because otherwise no one will want to be innovative anymore. You know, they won't want to disrupt the industry. And now, how does Alstom define innovation? Yeah, so, same thing. Anne-Sophie talked about a lot of the challenges the rail industry faces. So it's our job really to solve them. I mean, that's what our job is. So we innovate for the needs of our customers. And I hope, as French, you're very proud of Alstom, because Alstom has a lot of firsts,
first people mover, first hydrogen and battery trains in commercial service, first high-speed in Africa, first and only double-tech high-speed trains, and I can go on and on. But unfortunately, people don't know that much about the innovation that Alstom does, and so that's our job as the comms team. But also, I know some of you talked about your transformations in your companies. Alstom's transformation over, we're almost 100 years, but really the last 10 years of Alstom's history has been the most critical when we became a standalone transport company. And 10 years ago, Alstom was nowhere. Alstom was 5th in the world, 5 billion in sales, 30,000 employees, very French and very Europe. I mean, that's great, but to compete with the other players, our future was not clear. Over the last 10 years, there was real disruption in our business model, in our portfolio, in our capabilities. And today, I hope you're really proud, because I am, to be part of this company. Alstom is number 1 in the accessible market, has the largest portfolio of rail offering, has 95,000 employees, and truly, truly is multi-local. So when Trump puts tariffs, we already make 90% of our trains in America. And so I think this is something really to be proud of. What does innovation mean in your communication? Yeah, I think a lot of my colleagues talked, I think both some mentioned the transformation and how do you focus on communication while you're growing and you're transforming. I think the other thing is the B2B industry. It's harder. So, we don't have huge budgets. We don't have the avenues. But for us, first, I think our function is the most evolving fast and the most digital. And so we as comms have to continuously adjust. And it's exhausting, especially now. If I'll just give you one example, which maybe you all know, but Facebook, it took them 8 years to get 1 billion users, right? If you look at ChatGPT now, it took them less than 1 year to hit the same number. What does that mean for us? That means as comms, within like weeks, we know we need to adjust to the new platforms to reach our audiences. So I think real innovation for us, and especially at Alstom, because I'm surprised living in France how many people don't know Alstom, unfortunately, and it's quite sad because every public transportation you use is probably, rail, tram, high speed was provided by Alstom. But so how do you tell your story better? How do you connect in a world where I think Pascal said, digital fatigue? So how do we get our story? How do we make rail look future, not past? It is part of the future, not just aerospace, though I love aerospace. And how do you, reach the different audiences and fast and adjust? And I think just one point on this, as communicators, we will always have a job as storytellers. That cannot be outsourced. But what you will see is changing. From writers only, we will become experienced designers to bring the audience with us. From writing long form, we have to tell our story in short bites. And so I think for us, we have to be a very innovative and agile function. And how do you integrate the AI in your operation today? Yeah, so I think with everyone, it's a journey. We're not there. So obviously, Alstom is looking at all the AI tools to help solve, like Eurostar's problems, more efficiency, more technology, better service with less money. So, because, you don't want to increase the cost. And the same thing with comms. So how can we become more, so I'm obsessed about how can we become more efficient? How can I create better workplaces? We're 95,000 employees. How can I unleash 95,000 storytellers so they create content fast, accurate, confidently? But then even more, how can I use Gen AI to make ourselves better, whether it's a sales pitch, whether it's to the media, whether, and test our content fast. But the other part, which I think we're still learning, and is protection. How do we avoid misinformation? How do we understand the ecosystem of how people are absorbing the information? And I think that's the other part
we're still learning. OK, thank you very much, Dana. Vous applaudissez bien fort. Merci. Et puis, on va terminer avec Antoun Sfer, qui est le CEO de ePressPack, qui est également partenaire de cet événement, qu'on peut applaudir et qui va nous rejoindre pour clôturer cette matinée. Alors, peut-être qu'Antoun, on peut rappeler ce qu'est ePressPack et puis vos dernières actus, elles sont assez fortes en fait. Hein. Accélération dans l'IA, récente acquisition à l'international. On peut revenir dessus ? Bien sûr, merci à tous. C'est dur de clôturer avec toutes ces belles prises de parole. ePressPack, on est une boîte française, on est le leader mondial depuis cet été des solutions de newsroom et de logiciels RP. Depuis cet été, parce qu'on a acheté en fin juillet notre seul concurrent américain, donc ce qui fait qu'on a brusquement passé de statut de leader européen à leader mondial. Vous me direz, pourquoi acheter une boîte américaine en plein été 2025 avec un autre ami qui a des problèmes de transpondeurs et d'escalators électriques? En fait, la dernière fois, on a parlé du jubilé de la reine et je cherchais une histoire. Et donc, j'ai dû racheter une boîte pour ça, Gilles. Donc, pour l'année prochaine, je ne sais pas ce que je vais devoir faire. Bah écoute, pourquoi pas, hein, moi, ça me va bien. Pas trop d'autres choses. Et donc, en gros, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais reprendre un petit peu certains des mots de Raphaël qui a bien écrit au début. On simplifie, on donne à nos clients le contrôle et on leur permet en fait de digitaliser l'intégralité de leurs équipes de façon connectée avec leurs belles agences. Avas, une agence qu'on aime beaucoup, et aussi avec leurs outils internes, des outils d'IA, puisqu'on a des clients qui nous disent intégrer DeepL parce que je l'utilise, d'autres outils, et aussi en termes d'IA avec nos propres solutions IA qui sont développées sur nos systèmes, hébergés par nous, même si l'IA reste un sujet complexe pour nos clients, puisqu'on nous demande souvent qu'est-ce que vous faites en IA, pour nous dire le plus simple, c'est qu'on ne fasse pas d'IA. Oui, il peut y avoir des blocages dans les groupes par rapport à ça, et c'est à ça que vous faites allusion. Et en préparant, comme d'habitude, cette conférence, c'est vrai que moi, à chaque fois, j'insiste sur l'IA, mais vous, Antoine, vous me rappelez à chaque fois qu'il y a encore des DIRCOM qui fonctionnent avec des tableurs Excel comme externe. C'est pas tellement un sujet de DIRCOM, parce que souvent, ils veulent porter de l'innovation, ils sont au-dessus. Mais nous, aujourd'hui, on a 400 clients dans le monde, et on a donc un bureau à San Francisco, à Londres, à Ahmedabad, Milan et Paris. Et on voit en un vrai sujet d'Excel. Moi, ce qui me réveille la nuit, c'est je vois trop d'Excel, trop de WhatsApp, trop d'Outlook. Certaines marques aériennes remplacent WhatsApp par un remplaçant Signal ou autre. Mais donc ça, c'est notre gros sujet. C'est comment embarquer les équipes, vos équipes, pour qu'ils remplacent Excel, Outlook et WhatsApp, Signal ou Telegram, par une solution intégrée. Là, notre plus grosse innovation de l'année, elle contient 0 IA. C'est juste une solution qui permet de transformer toutes les demandes entrantes de journalistes, d'influenceurs et autres en des tâches dans un outil qui permet de voir en direct les demandes, les catégories, les statuts, le volume qui a traité, d'où ça vient dans le monde, et d'avoir les éléments de langage à côté. Donc, c'est pas de l'IA. Mais alors, assez fier d'avoir Microsoft comme principal concurrent sur leur outil le plus vendu qui est Excel. Mais s'il vous plaît, aidez-nous, remplaçons Excel par des choses sécurisées que vous contrôlez et que vous pouvez piloter au quotidien. Et alors, les prochaines étapes pour ePressPack, la suite? Il va falloir que je trouve quelque chose à annoncer de gros pour l'année prochaine, mais on continue notre déploiement international. On est ravis par ce qu'on a découvert dans cette acquisition, un peu complexe pour ceux qui ne l'ont pas fait. Racheter une boîte privée aux États-Unis, c'est une sacrée aventure, et avec des super découvertes en termes de multiculturel. Les Indiens sont tellement différents des Américains et tous brillants, très intéressants. Et la prochaine étape, c'est continuer à grandir avec nos clients. On a un gros virage aussi sur le Middle East. On a beaucoup de demandes là-bas parce que ça bouge beaucoup. Et puis les US qui sont un beau dossier, puisqu'on a des clients là-bas comme le FMI, une partie du Congrès, etc. Et de voir qu'est-ce qui va se passer sur les prochains mois. C'est vrai qu'on rentre dans une trajectoire un peu turbulente et pas aérienne de la politique américaine. Merci beaucoup Antoine d'avoir clôturé cette matinée. Merci à tous ces participants, merci à Avas et à ePressPack d'avoir été partenaires de cet événement. Et puis bonne suite de festival à tous, si on vous garde avec nous. Bonne journée, merci.